Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à la Société libanaise d'anesthésie et au professeur Gebara de m'avoir invité pour vous parler de transition environnementale au bloc opératoire. Je suis donc le docteur Muret, je suis chef du service d'anesthésie, réanimation, douleur de l'Institut Curie à Paris et je suis aussi membre du comité développement durable de la Société européenne d'anesthésie et de la WFSA, donc la Fédération des sociétés d'anesthésie. Alors, quelle est la mission des anesthésistes en termes de développement durable opératoire? Donc, c'est une question qu'on s'était déjà posée, vous voyez ici en 2019. Pourquoi les anesthésistes et les réanimateurs devaient s'intéresser au changement climatique? Et donc, à l'époque, c'était avant la crise du Covid et déjà, on avait noté que les anesthésistes réanimateurs étaient en première ligne quand il y avait des événements climatiques extrêmes, qu'ils étaient en première ligne quand il y avait des problèmes d'épidémie, qu'ils étaient en première ligne un peu tout le temps et que du fait de l'aggravation du changement climatique et par exemple des événements climatiques extrêmes, il fallait que on s'y intéresse. Et la suite nous a donné raison puisque un an après, on avait la crise du Covid et c'est les anesthésistes réanimateurs qui étaient en première ligne sur cette pandémie qui a pas mal affecté nos établissements et évidemment nos patients. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ce sujet et quel est le rapport avec le changement climatique, vous allez me dire? Tout d'abord, il faut savoir que les blocs opératoires, c'est une source majeure de pollution à l'hôpital. C'est un peu le cœur de l'hôpital. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'électricité de consommer, beaucoup d'achats de dispositifs médicaux, beaucoup de médicaments, beaucoup de personnel, beaucoup de va-et-vient. Donc on le sait bien quand on est au cœur du bloc opératoire. Et que donc tout ça, ça génère des quantités importantes de gaz à effet de serre et en particulier le CO2. Donc on voit ici dans cette étude en 2017, ils avaient comparé 3 hôpitaux au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et ils avaient mesuré les émissions de CO2 par patient au bloc opératoire. Donc on voit qu'il y avait des différences entre les 3 pays et que en Amérique du Nord, il y avait beaucoup les gaz anesthésiques qui étaient beaucoup responsables des émissions de CO2. Mais on voit qu'en moyenne, ça représentait 160 kg CO2 équivalent par patient. Donc j'ai fait un petit calcul, ça fait à peu près Beyrouth à Alep, aller-retour en voiture, avec une voiture évidemment thermique. Donc on voit quand même l'impact important de ces blocs opératoires en termes d'émissions de CO2. Alors vous allez me demander quel est le rapport avec ces émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique et les problèmes de santé. Donc comme vous le savez, l'accumulation des gaz à effet de serre et surtout du CO2 au niveau de la troposphère empêche la chaleur de sortir et entraîne une augmentation des températures terrestres, une augmentation du niveau des mers, une fonte des glaciers. Et tous ces éléments, en particulier l'augmentation de la température, sont responsables des événements climatiques extrêmes et du changement climatique qu'on observe. Le changement climatique lui-même représente un danger pour la santé humaine, hein. Tout ça, ça a été vraiment beaucoup documenté dans les 10 dernières années. On voit beaucoup d'articles dans le New England Journal of Medicine et aussi dans Lancet, où on trouve un lien entre ce changement climatique et divers pathologies. On a parlé des infections, par exemple du Covid, mais on voit que les événements climatiques extrêmes, ça entraîne de la traumatologie, les canicules, ça entraîne de la mortalité, la pollution de l'air, ça entraîne des problématiques de santé, les inondations, les problèmes de nutrition et puis aussi les problèmes psychiatriques et sociaux quand il y a des déplacements de population, etc. Donc il y a vraiment une relation maintenant qui est très claire entre changement climatique et santé. Et je fais juste un focus sur ça, sur la pollution par les plastiques, parce que maintenant c'est vraiment bien démontré que, voilà, ici chez des patients qui ont été opérés avec des plaques d'athérome qu'on a
analysé, on a démontré que plus il y avait de microplastiques et de nanoplastiques dans les plaques d'athérome, plus les patients étaient à risque de faire des AVC, des infarctus du myocarde et de décéder. Donc on voit bien cette relation très étroite là entre la pollution par le plastique et des pathologies cardiovasculaires. Donc je disais, le New England a beaucoup publié sur le thème changement climatique et santé, mais le Lancet, il publie maintenant depuis 10 ans, tous les ans, un rapport annuel avec des indicateurs qui mesurent justement cette relation entre changement climatique et santé. Et c'est vraiment un travail multidisciplinaire avec beaucoup de pays au monde qui y participent. Et c'est très intéressant, je vous encourage à aller le lire. Et donc chaque année, il y a un peu un titre, et on voit cette année, c'était l'action contre le changement climatique offre une bouée de sauvetage parce que malheureusement, depuis 10 ans, ça n'allait pas vraiment dans le bon sens. Enfin, les efforts faits pour lutter contre le changement climatique et les effets sur la santé du changement climatique. Alors, revenons à l'anesthésie-réanimation. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup d'émissions de CO2 qui sont entraînées par la prise en charge d'un patient au bloc opératoire. Donc, il faut lutter contre ces émissions de CO2 puisque ça entraîne le réchauffement climatique, le changement climatique et des effets sur la santé. Donc, quelque part, on est dans un cercle vicieux et nos gouvernements et les traités internationaux ont prévu des objectifs pour réduire ces émissions de CO2. Il faut réduire nos émissions de 40% avant 2030. Ça a été décidé à la COP 21 en 2015, donc l'accord à Paris sur le climat. Et donc cette année, ça vient juste de commencer ces jours-ci. Vous pouvez suivre les travaux de la COP 30 qui se tient au Brésil avec le gros problème de la déforestation en Amazonie. Donc il y a on est impliqué dans cette problématique d'émissions de CO2, de changement climatique, et en particulier en tant qu'anesthésiste réanimateur, et il y a des solutions simples et des changements dans nos pratiques qui peuvent permettre de réduire nos émissions de carbone. On voit, il y a plusieurs publications qui ont travaillé sur le sujet. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on fait ça dans un bloc opératoire, ça permet de créer un groupe de travail et c'est vraiment une opportunité pour travailler ensemble, pour collaborer et pour favoriser l'esprit d'équipe. Et on voit qu'il y a voilà, des publications, ça c'est en réanimation, mais en anesthésie c'est la même chose. Qu'est-ce que les Green Teams doivent faire? Et on voit qu'il y a cette notion des R, repenser, reporter, rechercher, réparer, recycler, etc. On va le voir un petit peu plus tard. Donc c'est un peu la théorie des R qu'il faut appliquer dans nos pratiques au bloc opératoire pour réduire nos émissions de CO2. Et la méthodologie, c'est la méthodologie classique du Plan, Do, Act, Check. Donc, il faut faire voilà, des projections, des projets, faire les choses et après les mesurer et essayer toujours de s'améliorer progressivement comme une roue qui monte sur cette côte et de mesurer nos actions et de s'améliorer et de recommencer tout le temps pour arriver à diminuer nos émissions de CO2. Alors, au bloc opératoire, donc on a vu dans la première étude, on produit à peu près 160 kg équivalents de CO2 par patient. Et bien pourquoi? Parce qu'on consomme beaucoup d'énergie, parce qu'on a beaucoup d'eau qui est consommée, en particulier pour le nettoyage des tenues, etc., avec des millions d'opérations par an, parce qu'on gâche beaucoup de papier, mais aussi d'autres choses. On consomme des grandes quantités de dispositifs médicaux, on a beaucoup de déchets, et en plus, en anesthésie particulièrement, on a la particularité d'utiliser des gaz anesthésiques qui sont des émetteurs de gaz à effet de serre directement. C'est des gaz à effet de serre, en fait. Le sévoflurane, le desflurane, l'isoflurane, c'est des gaz à effet de serre. Donc, on pollue aussi en utilisant nos gaz anesthésiques. Donc, voilà la théorie des R. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repenser, recycler, rechercher, réutiliser, réduire, reconditionner. Voilà, il faut
avoir en tête ces R et essayer de les appliquer à nos pratiques pour arriver à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc comment on peut faire? Là, j'ai que 20 minutes, donc je peux pas rentrer beaucoup dans les détails, mais je vous encourage voilà, à lire toutes les publications qui sont sorties sur le sujet, puis à regarder aussi d'autres communications. En particulier, voilà, il y a eu les journées récemment à l'hôpital Hôtel-Dieu. Il y a eu des enregistrements, donc je pense que vous pouvez les demander au professeur Djebara et on a été beaucoup plus dans les détails, mais là, on va aller un petit peu vite parce qu'on n'a que 20 minutes, mais ça peut vous donner quand même quelques pistes. Donc, avant l'opération, on peut penser à la téléconsultation. Donc, on voit ici dans cette étude que il n'y a pas de différence en fait entre la consultation en présentiel ou la téléconsultation, et que par ailleurs, ici on voit les émissions de CO2 qui sont générées par une consultation normale ici en vert et une téléconsultation. Et on voit qu'il y a beaucoup moins d'émissions de CO2 quand on fait de la téléconsultation par rapport à la consultation. Donc, il faut travailler dans ce sens-là, essayer de diminuer les consultations présentielles quand ce n'est pas indispensable. Et ça permet de diminuer, par exemple, le transport des patients, mais pas que. Ça peut aussi diminuer l'utilisation des locaux. Et en termes de qualité, maintenant, c'est démontré que ça peut être tout à fait équivalent à une consultation en présentiel. On peut aussi diminuer l'administration de médicaments en intraveineux. Donc là, on a l'exemple des antalgiques avec le paracétamol. Donc cette étude qui a vraiment démontré que entre ici l'administration en intraveineux de paracétamol par rapport à l'administration orale, que ce soit en sirop ou en comprimé, on voit qu'il y a une diminution importante ici des émissions de CO2 lorsqu'on administre le paracétamol en péros. Donc il faut vraiment favoriser l'administration orale de paracétamol. Et ici, je dois cette photo au docteur Ringeval, qui est anesthésiste réanimateur. Et il a ici mis sur la table tout le matériel qu'il faut pour administrer des antalgiques en IV pendant 48 heures. Et quand on les administre péros, donc on voit déjà visuellement la baisse des déchets et la baisse aussi des dispositifs, des matériels qui sont utilisés. Et c'est tout à fait possible le plus souvent de les administrer en péros. Donc c'est ce qu'on fait maintenant à l'Institut Curie, puisqu'on propose aux patients de prendre préemptivement, avant l'opération, du paracétamol et du kétoprophène par la bouche au lieu de les donner en IV à la fin de l'opération. On peut aussi diminuer l'anxiété des patients en utilisant des techniques non médicamenteuses comme la réalité virtuelle ou la musique. Si on a des tablettes de musicothérapie qu'on utilise en préopératoire ou lorsqu'on fait des gestes, certains gestes, pour diminuer l'anxiété et même voir parfois la douleur. On peut réfléchir à l'admission des patients et au parcours des patients. Donc l'admission, par exemple, en on-day admission, qui réduit les risques d'annulation, qui réduit les hospitalisations et qui donc réduit les coûts et donc les coûts environnementaux. On peut aussi réfléchir au parcours des patients. Par exemple, ici, Laure Bonnet a travaillé sur l'insertion des cathéters pour la chimiothérapie. Donc, elle a revu tout le parcours et elle avait un impact environnemental qui était plus de 5 fois plus faible lorsque ce parcours éco-designé était réalisé pour ce geste particulier. Donc on peut réfléchir à nos pratiques. On peut aussi faire venir les patients à pied au bloc opératoire. C'est une action qui baisse les émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi réfléchir au choix de l'anesthésie, donc toujours l'anesthésie loco-régionale est moins impactante que l'anesthésie IV, qui est elle-même moins impactante que l'anesthésie inhalée. Et là, toujours le docteur Ringeval qui a mis sur la table tout le matériel qu'il faut pour une anesthésie IV versus une regional anesthesia, donc une anesthésie loco-régionale. Donc on voit ici la baisse de l'impact. On voit ici les émissions de CO2
Alors là, c'est comparé par exemple aux émissions pour un citoyen européen pour 1 an ou conduire 30 000 km. Donc on voit quel est le rapport entre une anesthésie IV, une anesthésie au gaz, donc on voit que c'est plus important. Mais là, on est avec un débit de gaz frais minimum. Quand on augmente le débit de gaz frais, ben, on augmente l'impact. Quand on met du protoxyde d'azote, on augmente l'impact. Quand on fait du disflurane, on augmente l'impact. Donc, il faut éviter, si on décide de faire de l'anesthésie inhalée, le desflurane et surtout supprimer les réseaux de protoxyde d'azote, puisque ça a été démontré avec les problématiques des fuites sur les réseaux. Il y a beaucoup de pertes de protoxyde d'azote et ça entraîne des émissions de CO2 très importantes. On peut aussi recycler et réutiliser les gaz anesthésiques. Donc, il y a plusieurs maintenant compagnies qui commercialisent ces dispositifs et donc on est en train de travailler sur le sujet, mais c'est aussi une voie intéressante. Enfin, juste un mot sur les drogues qui sont préparées et inutilisées. On sait que 45% du propofol, par exemple, est préparé et n'est pas utilisé. C'est vrai aussi pour les drogues d'urgence et tout ça, ça se termine dans les cours d'eau. Donc ça, au début d'une journée, ça pourrait être ça, puisqu'on peut réfléchir à ce qu'il faut préparer et ne préparer que le nécessaire. Donc on voit cette étude dans des réanimations en France où il y avait presque 10% des médicaments qui étaient préparés, qui étaient jetés, et ça avait un coût de plus de 2 millions d'euros si on rapportait ça à l'échelle de la France. Donc il faut privilégier l'utilisation de seringues pré-remplies pour les drogues d'urgence qui diminuent les déchets et les risques d'erreur en plus. Donc on voit ici, il y avait une étude qui avait été faite par Clémentine Taconnet et il y avait une réduction des émissions de CO2 entre les ampoules et les seringues pré-remplies en raison du nombre important de seringues qu'on utilisait quand on préparait ça au jour le jour par rapport aux seringues pré-remplies. Et puis, il y avait aussi une réduction des coûts et donc très important. Il faut aussi réfléchir à diminuer le recours à l'usage unique, ce qui diminue les plastiques. Donc ici, à l'Institut Curie, on avait ces boîtes qu'on jetait parce que ça venait dans les trousses de chirurgie et donc on les réutilise pour l'anesthésie. On utilisait des sacs pour les patients en ambulatoire. On a recyclé des trousses justement de la chirurgie. Donc au lieu d'utiliser ces grands sacs en plastique, maintenant on utilise ces petits sacs qui de toute façon étaient déjà utilisés pour la chirurgie. On utilise des tenues à usage réutilisable, des tenues en papier au lieu d'utiliser du plastique, des laryngoscopes, des réutilisables. Et surtout, on a travaillé sur le chauffage des patients avec l'utilisation de couvertures réutilisables, ce qui nous a permis de diminuer notre consommation électrique, de diminuer l'usage des couvertures à usage unique et donc les déchets, de diminuer nos émissions de CO2, de faire des économies. Et puis, on a moins de bruit dans la salle parce que les couvertures à usage unique avec soufflerie, ça fait beaucoup de bruit. En post-opératoire, on peut aussi faire beaucoup de choses. Je ne parle pas de la RAC, Enhanced Recovery After Surgery, qui génère beaucoup d'économies de CO2 parce que les patients sont hospitalisés moins longtemps, la morbidité diminue. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en place en post-opératoire. Peut-être réfléchir aussi à l'oxygène, puisqu'on en a manqué pendant la crise du Covid. L'oxygène, ça a un coût environnemental très important. Il faut donc, en post-opératoire, réfléchir et peut-être pas mettre des litres et des litres, mais faire des protocoles pour économiser aussi l'oxygène en post-opératoire. Donc il y a beaucoup je vous ai dit, voilà, en 20 minutes, c'est quand même difficile de tout détailler, mais il y a beaucoup de publications, il y a des guidelines ici de l'ASFAR, avec des fiches pratiques qui sont récupérables sur le site de l'ASFAR. Je vous ai mis le lien en bas. L'ESAIC aussi, elle a fait un toolkit qui a été remis à jour récemment. Il y a des guidelines européennes. Il y a eu la déclaration de Glasgow où on a repris un petit peu les guidelines, mais qui est aussi assez simple et ça donne voilà, des idées pour démarrer.
en ce qui concerne l'utilisation des médicaments, l'utilisation de l'énergie et puis, les déchets et les achats. Donc aussi, avec Forrest Magen et Jody Sherman, on avait fait aussi, une revue dans BJA sur qu'est-ce qu'on peut faire en anesthésie et en réanimation, pour diminuer nos émissions de CO2. Et bah, la WFSA a aussi, écrit des guidelines, c'était en 2021, voilà, on sortait du covid, on avait écrit donc ces guidelines qui sont aussi très simples et faciles à mettre en œuvre et qui avaient été, en fait, suite à une enquête, internationale dans plusieurs pays. Et l'ASFAR aussi a sorti cette année pour le congrès cette affiche, hein, où il y a, bah, des éléments. Il faut aller, sur le QR code et puis, voilà, administrer l'oxygène si nécessaire, éviter l'utilisation du protoxyde d'azote, les dispositifs médicaux à usage multiple, voilà. Aussi, ça peut vous donner des idées. Et surtout, pour terminer, vos choix personnels aussi permettent de réduire, vos émissions de gaz à effet de serre et votre contribution au changement climatique, hein. Vous savez tous très bien que, quand on peut prendre son vélo, c'est mieux que de prendre sa voiture, qu'il faut éviter de prendre l'avion trop souvent, que, il vaut mieux faire sécher son linge dehors qu'utiliser une machine et cetera et cetera. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire personnellement pour réduire vos émissions et préserver, ainsi, le climat et la planète. Merci beaucoup pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée.